Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV pour votre rendez-vous hebdomadaire Lyon Politique. Décryptons l'actu de la semaine avec les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret et le conseiller municipal de Vénissieux, Farid Benmoussa. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, la RATP, Grégory Doucet et le Ramadan et les perquisitions à la mairie de Lyon. Le 28 mars prochain, ce sera officiellement la fin du règne de Keolis en charge des TCL depuis 1993 et qui, au 1er janvier 2025, ne s'occupera plus que des bus à Lyon, car dans le cadre de l'allotissement, le Citral a choisi la RATP pour exploiter les métros, tramways, funiculaires, Rhône Express, mais aussi la sécurité et le contrôle des titres. C'est également la RATP qui gérera les futures navettes fluviales qui verront le jour sur la Saône à l'été 2025. Alors cette annonce du président Bruno Bernard a déclenché une vague de moqueries venant de la capitale, les Parisiens qui souhaitent bonne chance aux Grands Lyonnais. Est-ce que autour de la table, vous êtes aussi tétanisé par la peur de ce que peut faire la RATP au TCL, ou bien, à contrario, vous vous dites que ça peut être un grand bol d'air frais après plus de 30 ans de Keolis? Farid. Moi, après, ce qu'ils nous ont prouvé Keolis depuis quelques temps, c'est qu'ils étaient en fin de parcours. Hein. Il suffit de voir la ligne B, comme ils l'ont gérée, qui est en arrêt toutes les 30 secondes. Donc c'est vrai que c'est un bol d'air d'avoir une nouvelle personne qui rentre et qui puisse améliorer les choses, peut-être avoir des nouvelles idées. Après, quand j'ai vu RATP, quand je me suis rappelé de peu de voyages que j'ai fait à Paris, et tous les retards, les trucs, je me dis, je ne sais pas comment ils ont été choisis, ils ont sans doute été bien choisis, ils ont fait un... Sur le papier, c'est peut-être les meilleurs, mais quand même, ils réussissent à prouver à Paris que depuis des années, ça ne se passe pas super bien. Donc là, je suis quand même un peu inquiet. Et après, le fait que la RATP gère le métro, tramway, futurs bateaux, et que Keolis gère les bus. Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre quand il y a le métro qui est en panne, il faut qu'il y ait des bus de relais? Est-ce que ça va réussir vraiment à faire le lien? C'est possible quand il y a des politiques qui sont un peu costauds pour tenir la poigne et tenir les contrats, mais là, les écologistes, ils nous ont prouvé depuis des années qu'ils sont là, que ce n'est pas les meilleurs gestionnaires et ce n'est pas les meilleurs pour essayer de faire tenir les contrats. Donc, moi, j'ai une petite inquiétude. C'est vrai qu'il y a deux inquiétudes, Raphaël. Il y a à la fois le service, est-ce que ça fonctionnera bien? Puis il y a aussi toutes les passerelles qu'il va y avoir entre Keolis et la RATP. Farid évoquait le problème des bus relais, il y a aussi le problème des salariés. Est-ce qu'ils vont garder les mêmes droits, etc. Ça, les écologistes se sont engagés à ce que ça soit le cas. Oui, bon, après, il y a des contrats qui doivent gérer justement ces passations. Est-ce que ces contrats étaient bien faits? Est-ce qu'ils ont été bien pensés? On le verra à l'usage. Il faut quand même rappeler qu'il n'y avait pas trop le choix, quand même, parce qu'on est arrivé dans une impasse totale où la dernière fois, le réseau des transports en commun lyonnais, qui est le deuxième plus important de France, un des plus importants d'Europe, on n'avait trouvé qu'un seul candidat pour se présenter. Tellement tous les autres candidats avaient compris que le marché était pipé, en fait. Hein, et c'était depuis longtemps à Lyon. Ils avaient compris qu'à Lyon, en fait, il y avait un maire qui, pendant 20 ans, avait pour politique de ne pas changer les sortants, justement pour s'éviter ce genre de risque. Ils préféraient négocier avec ceux qui connaissaient déjà, et des deals qui ont été déjà largement décrits. Hein. La SNCF a installé plusieurs fois ses bureaux dans les tours que Gérard Collomb voulait construire, mais pour lesquels il ne trouvait pas de locataires. Donc il a quand même comme ça eu sa skyline. Le résultat, c'est que quand on fait ça de manière un peu systématique, hein, il y avait d'autres projets. Il y avait évidemment, on peut parler de JL Evans aussi, on s'est retrouvé sur des grands équipements de la ville comme ça, où il n'y avait plus qu'un seul candidat à chaque fois, une collectivité locale. Dans le temps, si elle n'arrive pas à susciter un peu de concurrence, elle n'a plus beaucoup d'autres solutions que soit passer en régie publique. Et là, il faut du courage pour passer en régie publique des systèmes un peu... Je sais que les communistes voulaient ça, mais bon, c'est des métiers à apprendre. Ils l'ont fait sur l'eau déjà, se prendre les transports en commun, c'est un sacré truc aussi. Ou alors, faire vraiment une concurrence et oser, s'il y a une meilleure offre, la donner à un nouvel entrant. Damien? Alors moi, je n'ai pas les données chiffrées du marché, mais la démarche de l'allotissement, c'est une démarche qui est assez logique. Souvent, quand on fait des appels d'offres dans d'autres domaines, on fait des lots différents parce qu'il y en a un qui est plus spécialisé dans tel domaine ou plus spécialisé dans tel domaine. Donc là, la démarche d'allotissement, elle n'est pas idiote. Ça permet normalement de faire des économies. Pour l'instant, on a assez peu d'infos. Ce qui a quand même beaucoup circulé dans les médias cette semaine et les réactions que j'en ai vues, c'est que les gens ont pris peur quand ils ont vu RATP. Et là, je rebondis sur ce que dit Farid.
C'est-à-dire qu'ils se sont dit, c'est un souk à Paris. En gros, on va nous déplacer le bordel parisien à Lyon. Alors bon, quand on compare les deux, la question qui se pose, c'est que vont gagner les usagers? C'est la vraie question. Est-ce qu'on a quelque chose à y gagner? Et si ce ne sont pas les usagers qui gagnent quelque chose, que gagne la collectivité? Il faut rappeler quand même que 30% des transports en commun sont payés par nos tickets, 70% par nos impôts. Donc, moi, je n'ai pas d'a priori contre. Il n'y a pas de raison que la RATP fasse plus mal que Keolis. Ce qui m'inquiète, ça va être la coordination entre les deux. Ce qui m'inquiète, c'est effectivement, ça m'inquiète, tant mieux pour eux, mais la garantie de maintien de salaire des uns et des autres, ce qui fait que finalement, on ne fera certainement pas d'économie d'échelle. C'est un peu le problème des régions qui se réunissent et finalement qui coûtent aussi cher au final que quand C'est ils sont difficile de réunis. demander à baisser les Non, salaires des conducteurs de bus. sans On a les du mal baisser, à en ça veut dire recruter en ce qu'on moment. va niveler par le haut. C'est ce qui s'est passé avec la métropole qui a absorbé le département. Sur les chauffeurs de bus, On a- c'est pas un problème de les niveler par salaires le haut. ont été nivelés par le haut. Est-ce que, voilà, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va gagner derrière? Alors, je pense qu'on gagne en transparence, et là, je rejoins ce que dit Raphaël, parce qu'effectivement, il y en a un qui a été meilleur ici, l'autre qui a été meilleur là, etc. Moi, je suis très inquiet de la coordination. Honnêtement, c'est un peu tôt pour dire si c'est bien, si c'est pas bien. Il fallait, en revanche, que le système change et qu'il y ait un peu plus de transparence. Je pense que ça permettra de donner de la transparence, mais il n'y a pas une garantie de résultat derrière. Par contre, c'est des joueurs de poker. Hein, parce que 2 ans avant les élections, s'amuser à faire un truc comme ça, si ça part à valo ou volo, je sais pas comment, volo, l'expression, ils vont avoir du mal pendant les élections. Hein. Si ça se passe bien, personne ne va le remarquer. Si ça se passe mal, ils vont se faire tirer dessus. Bon. Oui, c'est bien pour ça que leurs prédécesseurs évitaient de le faire. Et on peut donner un autre exemple qui était la Cité de la gastronomie, puisque quand David Kimmelfeld est arrivé, il a essayé de remettre un peu de concurrence sur différents sujets. Et le premier sujet, c'était la Cité de la gastronomie. C'était une catastrophe. Et ça n'a pas marché. Donc c'est sûr qu'il y a une vraie prise de risque, mais bon, il y a aussi un intérêt de transparence, de dépenses publiques, et puis de respect des marchés publics aussi, tout simplement. C'était nécessaire de le faire. On peut les saluer pour ça. Hein. Ils ont du courage. 2 ans. Moi, je l'aurais fait en 2020, mais là, après, il y a les contrats, ils sont obligés de les suivre. Mais là, 2 ans avant, ils sont joueurs. Bon, on aura Farid Ben Moussa qui reconnaît que Ah les non, écologistes ont du courage. Regardez l'émission. Là. Les Le courage écologistes. ou la conscience. Ouais, non. Courage ou inconscience, non. Je pense que c'est des gens qui sont courageux. Ils s'amusent à faire des choses qui sont, pour eux, dans leur logique, vont être positifs pour les Lyonnais ou pour les grands métropolitains. Mais voilà, c'est un courage. Quelquefois, il faut écouter les autres personnes pour avancer mieux. Mais là, franchement, chapeau bas. On aura l'occasion d'en reparler, puisqu'effectivement, le vote, c'est le 28 mars. Et peut-être qu'à partir de là, on en saura davantage sur les contrats. Je vous propose qu'on passe à notre deuxième sujet qui concerne cette passe d'armes entre Marion Maréchal et Grégory Doucet. Lors d'un meeting dimanche dernier, la tête de liste de Reconquête pour les élections européennes a qualifié le maire de Lyon de kiwi, vert écolo à l'extérieur, vert islamiste à l'intérieur. Un tacle après la décision de l'édile de stopper les travaux de la rue Paul-Bert à la Guillotière durant tout le mois de Ramadan. Grégory Doucet a évoqué un choix pragmatique qui est réalisé à la demande des commerçants de la rue. Damien, on peut reprocher beaucoup de choses au premier magistrat écologiste, mais est-ce que là, on n'est pas sur un procès qui est un peu injuste? Alors, un procès injuste. Moi, je ne connais pas les raisons précises de Grégory Doucet pour avoir appliqué ça. Il y a eu des demandes, a priori. Je peux comprendre la réaction de Marion Maréchal qui est choquée en faisant un comparatif en disant est-ce que dans d'autres cas on l'aurait fait peut-être pour d'autres religions, dans d'autres. Donc sa réaction elle est un peu épidermique. Je pense que c'est pas très adroit de la part de Grégory Doucet parce que justement ça vient alimenter ce genre de discours. Donc je pense que c'est une erreur de l'avoir fait. Je ne suis pas persuadé du tout que d'arrêter des travaux dans une rue parce qu'il y a des festivités sur la place qui est au bout, ça change grand-chose. Honnêtement, je n'ai pas bien compris la démarche de Grégory Doucet et je pense que c'est une erreur parce qu'elle va alimenter ce genre de discours. En fait, il tend un peu le bâton pour se faire battre. Ça ne veut pas dire qu'il a tort de l'avoir fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut l'expliquer quand on fait les choses, il faut être plus clair et je n'ai pas vu d'autres explications que ça m'a été demandé par les commerçants. Je trouve que c'est un peu court comme explication. Alors, vous n'avez pas que la place au bout avec le marché du Ramadan, place Bahadourian. Vous avez des étals qui sont placés sur toute la rue Paul-Bert. Des étals, et puis on l'a vu dans d'autres circonstances où il y avait des travaux dans la rue, et puis on déplaçait les étals dans la rue d'à côté le temps des travaux, pour d'autres foires, pour d'autres événements, pour d'autres travaux. Donc pourquoi, en gros, la question qui est soulevée par Marion Maréchal Le Pen, c'est pourquoi dans ce cas-là, on arrête tout, alors que dans d'autres circonstances, on ne l'a pas fait.
C'est tout. Donc je pense qu'il tend un peu le bâton pour se faire Donc battre. maintenant, pour Mais- gérer les travaux, il faut appeler Marion Maréchal Le Pen pour voir Non, si ça ne va pas non. Là, l'exciter sur alors la là, question Raphaël de Rosier l'islamisme. va me faire passer pour un suppôt de Marion Maréchal Le Pen, ce que je ne suis absolument pas. Ce que je veux dire, c'est que elle a saisi l'occasion, elle saisit le bâton qui lui est tendu, tout simplement. Donc je pense que c'est une erreur de communication de sa part. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à en dire, en fait. Après, l'appeler kiwi vert à l'intérieur, kiwi vert à l'extérieur, il a eu d'autres noms depuis le début de son mandat. Il se fait traiter de tous les noms. Bon, je trouve que ça va un peu loin, ça va un peu fort. Je trouve que c'est pas très utile. C'est très potager ces histoires. À un moment, on les traitait de pastèques, rouge à l'extérieur. Rouge à l'intérieur, la pastèque. Rouge à l'intérieur, vert à l'extérieur, kiwi. On est très jardin potager, etc. quoi. Après, moi, le truc qui me choque le plus dans cette histoire, c'est qu'on prend en considération les paroles de Marion Maréchal Le Pen. Il y a encore quelques années, on était dans la rue, on disait qu'on ne devait même plus les écouter. Elles pèsent quoi? Elles pèsent rien du tout. Et encore moins à Lyon. C'est des personnes, c'est de l'extrémisme, ils commencent à dire tout et n'importe quoi. Ben, on y va, on va commencer à écouter tout et n'importe quoi. Mais après, la question, elle est là. Pour quelle raison? C'est du capitalisme pur. Est-ce qu'on fait des travaux avant le marché de Noël, où il y aura des milliers de personnes qui vont se retrouver sur le marché de Noël à la Guillotière? Lors du Ramadan, il y a des milliers de personnes qui arrivent, qui dépensent de l'argent, qui font rentrer de la TVA, qui font rentrer des bénéfices, qui font marcher, qui font vivre. Le marché du Ramadan, ça fait vivre la Guillotière sur 1 an. Vu les difficultés qu'il y a aujourd'hui pour les commerçants sur place, on va leur dire non, on va continuer à vous faire des travaux, alors que des milliers de personnes vont se présenter sur place. Mais c'est du capitalisme pur et dur. C'est pas la religion, c'est pas Dieu. Là, le Dieu, c'est le Dieu de l'argent. Est-ce que on doit poser des difficultés aux commerçants? Est-ce qu'on doit mettre à mal leur chiffre d'affaires sur une année pour maintenir 2 travaux qui vont faire des difficultés? Non, c'est simplement de l'agitation politicienne pour faire du bruit. Sinon, à partir de là, on commence à faire des travaux devant les cimetières pendant la Toussaint ou des choses comme ça. Non, c'est pas la religion qui fait marcher. Là, c'est du capitalisme. Est-ce qu'on doit gêner le chiffre d'affaires de tout un quartier pour 2-3 travaux qu'on peut décaler dans le temps? Raphaël, pour conclure. Oui, bon, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Tout est mauvais dans la déclaration de Marion Maréchal Le Pen. Il n'y a aucune raison de créer une polémique sur une festivité de ce genre, de savoir si quand il y a beaucoup de monde, on arrête les travaux le temps que les événements se déroulent. On pourrait parler des invités à Villeurbanne, le marché de Noël. En fait, c'est effectivement, on évite de faire des travaux en général. Donc, Quand il y a du monde. Absolument pas de matière à polémique. Ce qui a matière à polémique, c'est la réaction systématique de ce type d'élus dès qu'on parle des musulmans, en fait. Donc, en fait, ce qui est vraiment en question, je trouve, c'est presque une question pour Marion Maréchal Le Pen. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez interdire la religion musulmane en France? C'est ça? Vous estimez qu'il ne doit pas y avoir de musulmans en France? Parce qu'en fait, ça revient à ça. Il n'y a que ce sujet qui l'a fait réagir. Puis je disais que tout était mauvais, bon, même sa comparaison, au final, se faire traiter de kiwi. Alors, vert dehors, vert dedans. Ouais, Oh, quel scandale. Au moins, alors avant, il y avait une blague qui était vert dehors, rouge dedans. Bon, ok, c'est une blague avec la pastèque. Le kiwi, on peut en produire localement en plus, donc je vois pas le problème. Ce que je disais, en fait, c'est que dans la façon dont Grégory Doucet a présenté la chose, ça peut être très adroit. Il a tendu le bâton pour se faire battre. Ça ne veut pas dire qu'il a tort sur sa décision. Mais pourquoi? Ça veut pas dire Il ne qu'il a même pas tort. attendre le bâton Parce pour qu'il se faire n'a pas battre. été très On n'a clair. pas le droit de dire en France et que y a les musulmans organisent le marché du Ramadan pendant ce temps-là. On fait en sorte que ça se passe bien. C'est scandaleux de dire ça. Alors que vous parlerez pour le marché de Noël, ça choquerait personne. Non, Je mais ne vois pas en quoi il tend le bâton pour se faire battre. Mais il aurait pu faire comme ça arrive effectivement dans d'autres circonstances qu'on a pu évoquer. Effectivement, ne pas faire de travaux cette période-là, il n'était pas obligé de l'annoncer dans les médias. Ça donne le sentiment à des gens comme Marion Maréchal Le Pen, etc., qu'il y a un acte justement pro-musulman. Alors qu'en réalité, il pouvait le faire sans le dire. Et le problème était réglé, on n'en aurait même pas parlé autour de cette table. Après, il n'aurait pas dû utiliser le terme ramadan, etc. C'est simplement de la sécurité publique. Il y a des milliers de personnes qui se retrouvent dans un même lieu pour X raisons. Stop. Je ne dis pas autre chose, je suis complètement d'accord avec vous. Je trouve que c'est juste la présentation qui a été maladroite. Ce que vous dites, c'est que c'est tellement logique qu'il ne devrait pas en faire la promotion. Bon, en fait, la polémique, c'est pas lui qui la lance. Hein. C'est les gens qui réagissent du fait on lui demande d'arrêter les travaux parce qu'on pense que ça peut créer des soucis. Il dit oui, d'accord, on arrête les travaux. Mais là, en fait, le temps de ce marché. C'est sur le fond politique. Il a préféré parler de Ramadan
que de respect du capitalisme. Pour un écologiste vert, dur, il s'est dit, entre deux problèmes, je préfère balancer l'autre, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est la peur de dire, oui, je suis un capitaliste, les choses marchent bien. Voilà, il y a un événement et on va faire que en sorte du capitalisme. Ouais, Quel est le problème aussi c'est culturel aussi. Il y a quelque chose c'est un enrichissement pour l'agglomération, ce marché. C'est l'occasion de découvrir de nouvelles senteurs, de nouvelles gastronomies. Dans la capitale mondiale de la gastronomie, qu'on donne une vraie place à ce marché, je trouve ça bien. Et même, je pense qu'en fait, on pourrait communiquer beaucoup plus. On communique toujours en capitale mondiale de la gastronomie sur les bouchons. Pourquoi pas communiquer sur ce marché? Ça communique énormément, mais ça communique énormément en banlieue, pas en centre-ville. On a des panneaux, les saveurs orientales. Avant, c'était les saveurs orientales à Carrefour. Maintenant, c'est le mois du Ramadan. Ils ne se posent même plus de questions. Ils prenaient le goût du soleil. Avant, on a eu droit au goût du soleil. Alors maintenant, c'est Ramadan. S'ils peuvent commencer par Allahu Akbar, bienvenue mes frères, ils le feront maintenant. Il n'y a plus d'élan. C'est simplement, et on se rend compte qu'il y a une clientèle. Voilà, il faut donner le produit. Et donc autant laïciser ce type d'événement, comme on l'a fait pour le marché de Noël maintenant ou pour la fête des Lumières, qui sont devenues des fêtes laïques où tout le monde participe. On peut dire que ça peut être une fierté de l'agglomération et qu'on invite tous les Lyonnais à venir sur ce marché découvrir des choses, qu'ils soient pratiquants ou pas. Je signe. Allez, terminons avec un problème potentiellement plus grave pour Grégory Doucet, cette perquisition qui a été réalisée mardi à l'hôtel de ville de Lyon dans le cadre d'une enquête ouverte pour détournement de fonds publics. Une vingtaine de policiers qui ont auditionné une dizaine de chargés de mission qui ont étudié le contenu de leurs ordinateurs, de leurs téléphones, qui ont demandé les fiches de poste. Cela fait suite à un signalement de la droite afin de vérifier que ces collaborateurs d'élus travaillent bien sur des projets définis et au service de la ville. Car ce n'est pas nouveau, ça arrive souvent que ces fameux chargés de mission s'occupent plutôt des réseaux sociaux des élus, de leur promotion personnelle. Raphaël, il a été reproché la même chose à Gérard Collomb, à Laurent Wauquiez, à d'autres partout en France. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir intégralement en fait, ce job au contour un peu flou? Honnêtement, on découvre un peu cette histoire. Moi, je sais pas. C'est vrai que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un nombre de collaborateurs politiques qui est limité dans toutes les villes. Pour la ville de Lyon, c'est une douzaine de collaborateurs politiques. Et donc, les autres collaborateurs doivent être des collaborateurs purement administratifs. Enfin, il y a quand même beaucoup de postes administratifs où ça va être compliqué de définir si ça ne relève pas un peu du politique. Le conseiller mémoire de la ville de Lyon, avec toutes les difficultés qu'ils ont pu avoir sur la commémoration de certains événements, ou un conseiller en communication, un attaché de presse, est-ce qu'on est sur des rôles politiques ou administratifs? La frontière est floue. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est quand même sur une histoire qui va être à suivre, évidemment. Mais on n'a pas de... Il y a eu des affaires où on suspectait qu'il y ait des collaborateurs qui étaient employés à la mairie, mais qui en fait ne travaillaient pas dans une mairie ou dans une région ou à la ville de Paris, et travaillaient en réalité pour un parti politique ou à la Commission européenne, qu'en fait ils étaient payés par une institution et qui travaillaient en réalité pour financer un parti politique. Ça c'est du vrai détournement de fonds sur lesquels il y a eu des procédures en cours récemment, il y a eu des condamnations. Est-ce que c'est ça qui est suspecté ici? Je suppose que si le parquet financier vient, c'est parce qu'il suspecte ce genre de choses. Si c'est pour définir, est-ce que le conseiller en communication, quand il fait la promotion des voies lyonnaises, il travaille pour Fabien Bagnon ou pour la ville de Lyon, je leur souhaite bon courage. Damien? Je rejoins complètement ce que dit Raphaël. Moi, je suis collaborateur d'élu. Je ne travaille pas dans un cabinet, je suis directeur de la communication. Donc administratif. Donc je suis un administratif. Mais quand je fais de la communication, et l'exemple qui a été soulevé d'un post Facebook qui met en valeur un élu, est-ce que je fais de la politique ou est-ce que je fais de la communication publique? Valoriser le travail d'un élu, pour montrer ce qu'il fait, c'est le travail d'un service, d'une direction de la communication, c'est bien pour dire aux citoyens, voilà ce que fait l'élu pour vous. Et d'un autre côté, on le valorise, on fait de la politique. Donc on est toujours un petit peu borderline. Si moi demain, le parquet national financier débarquait dans mon ordinateur, ils allaient regarder mon travail, on pourrait considérer qu'il y a 50% de mon travail qui correspond à de la promotion de mes élus et à la promotion de la ville. Donc je ne me sens pas malhonnête pour autant, mais il y a plein de jobs qui sont borderline. Quand on est chargé de mission d'un élu, en général, chargé de mission, c'est pas souvent très bien défini ce qu'ils vont faire, mais on va accompagner l'élu du début à la fin. Or, l'élu, dans sa vie
politique, il a toute une partie d'autopromotion parce qu'on sait très bien que quand on est élu, on pense déjà à l'élection d'après. Donc, c'est très, très compliqué. Moi, je ne connais pas non plus le dossier, parce que c'est tout frais. Je ne connais pas les autres dossiers non plus. Mais quand on cherche, on trouve toujours quelque chose. Et c'est très, très compliqué. Je n'ai pas la solution. Je ne sais pas comment on peut faire pour séparer. Quelque chose, pas sûr. Non, mais si on vient dans mon ordinateur à moi, à un moment ou à un autre, on va trouver le maire qui va me dire « T'en penses quoi ?» Et je vais lui dire ce que j'en pense. Et ça sera éminemment politique, en fait, la question qu'il m'aura posée. Il aura pris un avis politique. Mon métier de directeur de la communication, c'est quoi en réalité ? Je suis à cheval entre deux, donc c'est quand même très compliqué. Ça ne veut pas dire que je m'occupe de la campagne du maire, ça ne veut pas dire que je vais le coacher pour sa prise de parole, pour son autopromotion. Mais oui, je fais des posts Facebook pour le maire. Oui, effectivement, quand j'écris dans le mensuel de la ville, je vais écrire pour valoriser le travail qui est fait par la ville. Si demain, avec Fabien Bagnon en face et les voix lyonnaises 12, 8 et compagnie, on a un problème, le maire va peut-être me dire il faut qu'on fasse un flyer pour expliquer aux gens ce qui nous pose problème, etc. C'est de la politique et donc je pourrais aussi me faire taper sur les doigts et pourtant je ne suis pas un membre du cabinet. Ce ne sont pas les membres du cabinet qui vont aller faire la photo, ce ne sont pas les membres du cabinet qui vont mettre en page, ce ne sont pas les membres du cabinet qui vont trouver forcément la punchline. Donc c'est toujours un petit peu limite. Donc moi je ne blâme pas forcément les collectivités qui ont des chargés de mission qui sont un peu le cul entre deux chaises et qui quelquefois, sans être malhonnêtes, font ni plus ni moins qu'un travail de A à Z. Parce que le travail de A à Z ne va pas s'arrêter à partir du moment où tiens, je vais mettre une belle photo de tel élu sur Facebook, ça ne relève plus de ma compétence, ça doit être le cabinet qui le fait. Donc c'est très compliqué. Farid, en tant qu'opposant à Vénissieux, vous n'avez pas de chargé de mission, vous? Ah non, il y a des arnaques, mais encore pire que ça. Sans tomber là, c'est déjà le chargé de mission à la ville de Lyon. Ville de Lyon, ils ont déjà des missions. Je ne suis même pas au courant, parce qu'a priori, tout se décide à la métropole. Il y a des compétences qui sont importantes à la ville. L'éclairage, les crèches, les etc. écoles, ouais. Il faut prendre super nanny pour gérer les crèches, la culture de 3 trucs. Non, c'est pas super important. Par contre, il avait... Vous n'êtes pas à la tête de la ville, hein, parce que quand même... Les crèches, les écoles, si. Il a engagé une armée mexicaine pour gérer... Avant, ils y arrivaient avec 6, maintenant, ils sont 73. Donc, a priori, ils demandent plus de difficultés. Pour moi, les chargés de mission, c'est des détournements de fonds publics global, mais vraiment généralisé. Donc il faut changer le job, il faut changer l'organisation. Le système en lui-même, pour moi, il est vicié. C'est-à-dire, dès qu'on a besoin de remercier des gens pour une élection, je donne un exemple. Un des chargés de mission, je ne sais pas ce qu'il faisait à la ville de Lyon, à la ville de Vénissieux, c'était André Cotarac. Andrea Cotarac. À l'époque, il était de la France Insoumise. Oui. Donc la France Insoumise qui soutient Michel Picard, quand ils ont soutenu Michel Picard, hop, ils ont engagé Andrea Cotarac pour je ne sais pas quoi faire dans cette mairie. Ouais. Dès que utilisez le conditionnel, s'il vous plaît, voilà. pour la suite. Ouais, mais il y était. Oui. Il a signé son papier. Il était à la mairie de Vénissieux. Il était à la mairie de Vénissieux. Il passe au RN, hop, il n'est plus à la mairie de Vénissieux. C'est-à-dire que ses compétences, elles avaient disparu du moment où il a changé son étiquette politique. Donc, si on est sur un collaborateur politique, c'est normal. Mais il n'était pas politique. Non. Alors sur un administratif, c'est vrai que la question que vous posez, elle est logique. Sur un politique, parce que ces principes des collaborateurs politiques, c'est que c'est une exception au droit, c'est-à-dire qu'ils sont recrutés pour la confiance que les politiques leur donnent. Et donc ils perdent leur travail le jour où l'élu n'est plus réélu. Ça permet à la nouvelle équipe qui arrive de recruter des gens de confiance. Mais je suis tout à fait d'accord, mais ça devrait être clair. Donc si un collaborateur change de parti, c'est normal. Mais ça devrait être clair, c'est-à-dire... Moi, je devrais pouvoir taper. C'est administratif, effectivement, ça devrait je devrais pas être pouvoir clair. taper Ville de Bron, Ville de Vénissieux, collaborateurs politiques, je devrais avoir leur nom, leur rôle. Voilà, je suis au courant. Il y a une clarté, c'est mes impôts qui payent, je devrais savoir qui est ces personnes. Mais après, qu'on se retrouve avec des postes administratifs à côté, qu'on sait qu'ils ont été donnés pour d'autres raisons que l'administratif. Andrea Cotarac, du jour au lendemain, c'était pas le meilleur dans le poste aujourd'hui, quoi. On a aussi un responsable de la France Insoumise, Laurent Bosetti, qui travaille à la ville de Vénissieux. Lui, il a été engagé avant toutes ces histoires-là. Lui, c'est un vrai administratif. Donc c'est pour ça, savoir qui a été engagé avant, parce que Laurent Bosetti, il n'a pas attendu d'être à la ville de Vénissieux pour avoir ses compétences. Donc lui, il était là sur place, il se retrouve élu ailleurs, c'est possible. Mais il y a des mecs comme Andrea Cotarac qui se sont retrouvés juste après une élection. Là, il y a des choses aussi à fouiller. Hein. Si la police a un peu de temps... Hein. Après, il y a beaucoup de postes stratégiques, même en administratif. Quand il y a un changement de gouvernance, il y a du ménage qui est fait.
Moi, je suis sur un siège éjectable en tant que directeur de la communication. Demain, mon maire perd son élection, je sais que la première tête qu'on va couper, ça va être la mienne. Justement parce qu'on est à cheval entre la com publique et le politique. Donc, quand on prend ce genre de poste, c'est aussi en connaissance de cause. Après, que dit la loi là-dessus? Est-ce que la loi elle est très claire là-dessus en disant qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Quelles sont les limites? Je ne suis pas sûr que la loi soit hyper claire là-dessus, et notamment pour les chargés de mission. Donc, on va mettre en cause des gens potentiellement sur ces missions de détournement d'argent public, alors que je ne suis pas sûr que la loi soit très très claire sur le contenu de ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Mais je pense que s'il y avait de la clarté, si c'était ouvert, les fiches de poste et les gens qui sont engagés dans les villes étaient ouverts, je pense qu'on aurait des surprises et les gens pourraient dénoncer plus facilement. Parce que si vous êtes à la mairie et que vous vous rendez compte que votre collègue, il n'est jamais venu travailler et que vous ne l'avez jamais vu, vous-même, vous pouvez faire un article 40 en vous disant il y a quelque chose qui se passe dans cette mairie. Mais on ne sait pas qui est engagé, qui n'est pas engagé. Autant à la ville de Vénissieux qu'ailleurs. Hein. Je ne donne pas d'autres noms, mais voilà. Plus de transparence, ça serait déjà pas mal. Eh bien, ça sera le mot de la fin. On arrive à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se dit à la semaine prochaine.